rejoindre tout de même, mais bon, sinon on s'arrangera entre Alexis et moi pour prendre tes slides. Ce sera bien évidemment moins bien que si c'était toi, mais on essaiera en tous les cas voilà, de pallier, cette difficulté technique. Donc bonjour à tous, désolé pour ces 10 minutes de retard, j'aurais préféré que ça marche, du premier coup. Pour ce webinaire de présentation des résultats de l'opération témoin fruits et légumes, portée, par l'ADEME, à laquelle a participé la coopération agricole, Phoenix et sous, l'égide, d'I-Care & Consult, où donc là on réfléchissait, en tous les cas, on se questionnait sur le gaspillage alimentaire dans tout ce qui est la production de fruits et légumes, et tout un accompagnement qui a été fait durant, plusieurs mois pour voir, quelles étaient les solutions pour la production de fruits et légumes pour réduire, le gaspillage alimentaire. Alors, maintenant on a un 06, ça doit être Laurence, qui doit être là. On va y arriver, hein. Moi j'ai autorisé le micro, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un nouveau micro. Bon, c'est compliqué. Bon, sur le programme de ce webinaire, donc, ouais, Laurence, j'ai autorisé le micro, mais il est mis en mute à chaque fois et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Sur le programme de ce webinaire, donc c'est la présentation des résultats de cette étude, réalisée, par l'ADEME et qui vient d'être présentée, fin septembre dernier. Après, je laisserai la main à Thierry, qui a participé à cette étude et voir un peu, déjà présenter, sa structure et voir un peu, comment, cette étude a été vécue au sein de Primeurs de l'Accro. Puis Alexis reviendra un peu sur les principales actions emblématiques qui ont été mises en place par, les différentes structures qui ont participé à cet, accompagnement et celles qui ont vraiment un levier sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et parmi elles, dans ces actions, il y a tout ce qui est le don. Et donc là, je laisserai la main à Angélique Delahaye pour, présenter un peu, les actions de Solal, ce qui a été mis en place et le développement de Solal durant les dernières années. Donc C'est bon. non, mais c'est fou! Bravo! Excusez-moi, je me permets de vous couper. Donc du coup, en fait, j'ai dû activer les micros pour tous les participants. Donc juste si les participants peuvent laisser leur micro lorsqu'ils n'ont pas la parole. Merci. OK, d'accord. Merci Fleur. J'aurais dû t'envoyer un message avant, vu que c'était à la main dessus. Bon, super. Très bien, très bien. Donc les intervenants, j'en ai un peu discuté juste avant. Donc Laurence, c'est bon qu'il nous a rejoint avec son téléphone. C'est archaïque, mais on fait comme ça. Thierry, donc directeur des Primeurs de l'Accro. Alexis, qui a suivi et qui a été vraiment la cheville ouvrière de cette étude d'I-Care & Consult et qui donc vous présentera un peu les actions emblématiques qui ont été engagées par les structures qui ont suivi ça. Et donc Angélique Delahaye, présidente de Solal, qui viendra vous présenter les actions et le développement de Solal sur les différentes régions et des choses comme ça, pour favoriser le don des agriculteurs et des coopératives, entre autres. Donc, juste pour lancer le sujet, le gaspillage alimentaire, le rappel, Laurence y reviendra un peu plus tard juste après, sur ces études menées de longue date par l'ADEME sur le sujet. Mais le gaspillage alimentaire, ça, c'était les premiers éléments, la première étude ADEME qui a été publiée, qui a été faite en 2015 et publiée en 2016 sur un peu les grands chiffres, les grandes masses, juste pour vous donner quelques infos, mais je suis sûr que vous connaissez tout ça. Gaspillage alimentaire en France, c'est 10 millions de tonnes par an, qui représentent une valeur théorique de 16 milliards d'euros et qui représente aussi 15 millions de tonnes équivalent CO2 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est vraiment sur un sujet gaspillage alimentaire qui touche à la fois l'économique et l'environnemental. C'est ça qui est assez intéressant en tous les cas dans cette approche-là et comment en tous les cas on sensibilise et après on mobilise l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire, puisque
dans ce que vous voyez en dessous, là, c'est la répartition du gaspillage dans les différents maillons de la chaîne alimentaire. Et c'est vrai que chaque acteur de la chaîne alimentaire a un peu sa part à faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire, que ce soit la production, la transformation, la distribution et la consommation. En France, la production et la consommation sont à peu près responsables d'un tiers chacun du gaspillage alimentaire. Vient ensuite la transformation avec 22% et 13% avec la distribution. Donc, voilà, chaque acteur a son rôle à jouer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et il y a déjà, et là maintenant je vais laisser la parole à Laurence, des actions qui ont été menées par l'ADEME sur le sujet, sur le gaspillage alimentaire. Ils ont au fur et à mesure remonté la chaîne alimentaire. Et donc là, la dernière étude qui a été publiée fin septembre concerne la production dans les fruits et légumes. Et donc, on a fait l'intégralité de la chaîne alimentaire. Laurence, je te laisse maintenant Vous m'entendez? présenter. Je sais plus. Ouais, on t'entend, Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais remettre la caméra. Bon, mes sincères excuses, c'est la première fois que j'ai ce souci-là sur Teams et je me sentais vraiment très impuissante. Ça reste un mystère, je ne peux toujours pas décocher le micro. Alors, on enchaîne, on a perdu assez de temps. Merci pour cette introduction parfaite. Donc, comme l'a bien dit Benjamin, effectivement, depuis 2014, on réalise des études pour mieux comprendre ce qui se passe aux différentes étapes, parce que, voilà, encore en 2020 et quelques, on a toujours autant de gaspillage alimentaire. Et si c'était simple, ça ferait longtemps que ce serait résolu, et on voit bien que c'est plus complexe qu'il nous paraît et qu'on a besoin de regarder de près et de trouver des solutions avec les acteurs. Là, cette étude qu'on a réalisée donc spécifiquement sur l'amont de la chaîne, qui est sans doute une des plus compliquées, en tout cas à mon sens, visait à accompagner plus précisément les producteurs de fruits et légumes. Il y avait eu une étude de préfiguration en 2018 justement pour voir où à l'étape de production il y avait plus de leviers a priori à mettre en place, et c'était auprès des acteurs des fruits et légumes. Et donc, toujours avec l'objectif de ces principes d'opération témoin, d'essayer de mieux comprendre, de tester des solutions et de donner envie aux différents acteurs de les mettre en place. Et bien sûr, toutes ces opérations sont disponibles en ligne dans la librairie de l'ADEME. Et donc, on a eu le groupement représenté aujourd'hui par Alexis, mais constitué d'Aiker, de Phoenix et de la coopération agricole, avec Benjamin qui avait suivi, et surtout le soutien technique de Solal, ici présent aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. France Agrimaire, le CPIFL et Interfel. J'ai la main ou pas? Ouais, super. Donc, on a fait un appel à candidature. Il y a eu une quarantaine de candidats pour 30 finalement dossiers complets sur lesquels on a pu faire un choix jamais simple, mais on a essayé en fait d'avoir un maximum de représentativité de type de production, mais aussi de fonctionnement, de régionalisation en France, de diverses manières de produire, etc., de labels, enfin bref, pas simple. On avait un échantillon qui ne pouvait pas dépasser une quinzaine, et on a fait ce choix pour avoir un équilibre à la fois de fruits et de légumes, et à la fois de producteurs-expéditeurs et de stations. On a eu 14 diagnostics réalisés, et finalement, le SICAP au Malte n'a pas été jusqu'au bout pour des raisons de changement d'organisation et de personnel. Et donc, au bout du compte, on a accompagné 13 sites. Et donc, évidemment, les primeurs de la CRO. Je continue. Alors, quel principe? Donc, on a étudié les pertes et gaspillage alimentaire. Alors, c'est du jargon vraiment sur lequel souvent on jongle, on parle de pertes, on parle de gaspillage alimentaire. Ce qu'il faut retenir là pour les différents résultats que je vais vous présenter, c'est que pour les pertes, ça concerne tout ce qui n'est finalement pas valorisé comme ça aurait dû l'être au départ. Donc, soit commercialisé à plus faible coût, déclassé, soit donné, soit valorisé de toutes les manières que ce soit. Sur le gaspillage alimentaire, par contre, ne rentre là-dedans que ce qui ne va pas être valorisé justement pour l'homme. Donc, on garde dedans ce qui est valorisé pour l'alimentation animale,
pour le compostage ou la méthanisation ou non valorisé, puisqu'on considère le gaspillage alimentaire tout ce qui n'est pas valorisé par l'homme. Donc, quand on parle de perte, c'est tout ce qui n'a pas été finalement vendu comme prévu initialement, et le gaspillage, c'est tout ce qui n'a pas été consommé par l'homme. Alors, comment on s'est organisé? Donc, il y a eu la phase d'appel à la candidature. Ensuite, il y a eu le travail de diagnostic sur les sites. Là, il y a eu des légers petits décalages puisque, comme vous pouvez le voir, on est très vite rentré dans... Enfin, très vite. Il y a eu en plein milieu la période de la crise sanitaire qui, je tiens à le dire, a très peu entaché l'opération grâce à une très forte réactivité des producteurs, une très grande souplesse du groupement, ce qui fait que dans les faits, il n'y a quasiment pas eu de décalage, mais bon, on s'est quand même adapté aux différentes situations. Ensuite, on a travaillé sur le plan d'action. On a travaillé on a mis en œuvre les actions sur une saison entière, puisque effectivement, selon les types de production, les actions ne se faisaient pas au même moment. Et après, on a fait tout un travail justement d'analyse, de compréhension et puis de valorisation des résultats. Alors, en termes de résultats, je commence par vous présenter le diagnostic. Alors, le diagnostic, comment on l'a fait? Donc, le groupement s'est rendu dans chacun des sites. Et évidemment que ça aurait été une erreur que de regarder que les résultats d'une seule saison. On sait très bien que les saisons qu'il y a une très forte variabilité, que ce soit en termes de météo et donc de production, mais aussi de marché. Donc, ce qui a été fait, c'est que le diagnostic a été lissé sur les 3 dernières années pour que ce soit le plus juste possible. Et donc, à chaque fois, sans rentrer dans le détail, on voit qu'on a, selon les types de production, des grands écarts, à la fois de perte et gaspillage, et que la plupart des chiffres que je vais vous présenter sont des moyennes. Alors, justement, les résultats, les chiffres à retenir, c'est que, d'une manière générale, à la grosse, on a un peu moins de 30% de pertes sur un site, donc 26,7%. Et sur le gaspillage alimentaire proprement dit, on est à environ 17%. Donc ça, c'est intéressant et on voit en tonnes, on est tout de suite à plus de 1000 tonnes par an en moyenne de pertes. Et ça, c'est effectivement ce qui n'est pas valorisé, on va dire, au mieux ce qui n'est pas vendu directement par le producteur. Donc c'est quand même une partie importante. Alors justement, là, c'est la partie quantité. Et alors là, je suis toujours sur les quantités pour regarder un petit peu dans le détail parce que je me doute que ça vous intéresse. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a sur les pertes quasiment à 50% des pertes qui sont à l'étape de la récolte et 50% qui sont plutôt à l'étape qu'on appelle la station, mais qui concerne tout ce qui est l'étape de tri, de stockage et de commercialisation. Sur le gaspillage alimentaire, on est un peu plus sur l'étape de la récolte. Et là, on voit aussi comment ça se répartit. C'est clairement récolte et ensuite, en second plan, les questions de tri, calibrage, conditionnement, qui sont les étapes auxquelles il y a le plus de risques de provoquer des situations de perte ou de gaspillage. Je passe assez vite parce que je sais qu'on a pris un peu de retard. Donc voilà comment ça se répartit. On voit bien justement là comment les pertes et les gaspillages se mettent en place et on voit les différents débouchés avec une partie qui va sur tout ce qui est débouchés, on va dire, hors commercialisation classique. Ça passe par la transformation, par les filières anti-gaspi, etc. Puis ce qui est valorisé sur le plan de l'alimentation animale, la méthanisation et le laisser au champ. Sur la partie économique, qui est aussi importante à prendre en compte, cette moyenne là que j'ai présentée tout à l'heure de 20% de pertes représente en moyenne là aussi 20% du chiffre d'affaires. Donc quand on voit ça, on dit que justement il est important de mettre en place des actions parce que c'est toujours ça qui peut être récupéré, en tout cas non perdu. Et là aussi, on voit l'organisation en fonction des différentes étapes. Alors, on va maintenant regarder les résultats après action.
ce qui est sûr, c'est que on était sur une saison, encore une fois, très particulière de par le contexte sanitaire. Mais en plus, là, les actions, on les a faites que sur une seule saison. Et chaque saison a ses spécificités. Et là, on a vraiment voulu être transparent sur le contexte en termes de marché sur les différents justement produits, les différentes productions, qui là aussi ont pu avoir des conséquences différentes sur les résultats qui vont vous être présentés. Et en plus, on a eu une production globalement plus faible sur la saison, donc finalement moins de produits à écouler et un marché plutôt favorable. Alors, sur cette diapo-là, donc ce sont les principales actions qui ont été mises en œuvre. C'est Alexis qui va rentrer ensuite dans le détail des différentes actions. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a essayé d'équilibrer sur les actions, on va dire, de prévention, tout ce qui peut être fait pour éviter justement de se retrouver avec des pertes, ou en tout cas avec des choses, des produits à gérer, et à cette fois sur des actions, on va dire, de valorisation. Et on a essayé d'avoir des actions en différentes étapes, au moment de la production, au moment de l'organisation, la commercialisation et évidemment après sur la valorisation. Donc volontairement, je ne détaille pas puisqu'Alexis va prendre ensuite le temps de tout détailler. Alors, les résultats qui sont intéressants, c'est qu'on voit qu'on a réussi à réduire d'environ 30% les pertes en passant de 27 à 18% et pour le gaspillage de 17 à 11%. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se traduit. Donc, alors, vous avez en orange les résultats avant action et en vert les résultats après. Et on voit qu'en augmentant les actions, donc justement de dons, de transformation, tout ce qui est valorisation humaine hors don, mais aussi en augmentant un petit peu le don et en réduisant la valorisation animale, énergétique, etc., et surtout le laisser au champ, ça a permis d'équilibrer. Je poursuis. Voilà comment ça se traduit au niveau des différents sites. Donc là aussi, on aura un exemple précis pour les primeurs de l'accro et des détails justement d'actions qui seront présentés par Alexis. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des sites ont réussi à réduire et que ceux qui n'ont pas réussi, c'est plutôt pour des contextes propres au type de production et notamment au contexte sanitaire qui fait que les prises de contact pour des débouchés, on va dire, différents, non classiques, n'ont pas eu le temps de se mettre en place. Sur les coûts, là, donc on a une baisse de presque 40% par rapport au diagnostic qui représente en moyenne, pour l'ensemble des sites, une baisse de 300 000 € sur les différents sites. Évidemment, avec des grandes variations sur les 13 sites qui ont pu tester des choses. Je passe enfin pour revenir sur donc, les enseignements de l'étude. Pour le coup, on a, donc là c'est des exemples de verbatim. Ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart, il y a eu, comme souvent quand on fait ces opérations témoins, c'est prendre le temps de faire cette observation et de trouver des solutions. Bien souvent, on est la tête dans le guidon, on est sur des routines de fonctionnement et on pense toujours faire au mieux parce qu'on a justement mis en place au mieux notre processus. Mais pour autant, il y a souvent des petits correctifs qui peuvent être apportés et il faut prendre le temps de prendre ce recul et de tester aussi des choses et de réajuster à chaque fois que c'est nécessaire. Sur les points clés à retenir de l'opération, donc on voit qu'on a presque un quart des volumes qui sont produits qui peuvent être perdus, très variables d'une année à l'autre et d'une production à l'autre. Des actions qui sont possibles sur tous les niveaux, mais qui peuvent permettre de réduire en moyenne 30%. On a bien conscience qu'il y a des effets de marché très importants et que d'une année sur l'autre, les résultats peuvent fortement varier. Je ne reviens pas sur la crise sanitaire. Et des actions qui, en fait, à partir du moment où on réduit les quantités, on joue sur les coûts et on joue sur, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre. Et sur l'opération témoin en tant que telle,
donc globalement appréciées parce que justement, elles ont permis aux acteurs de se poser sur cette question-là. On avait en face des acteurs impliqués et mobilisés qui ont toutes franchement bien joué le jeu malgré un contexte difficile et avec beaucoup d'autres chats à fouetter que de suivre les données, etc. Ça a permis d'enclencher des actions ou alors pour ceux qui étaient déjà dans cette démarche de mettre un vrai coup d'accélérateur. Ce qui pour nous est important, c'est qu'il y a une démarche en fait de long terme qui est enclenchée, c'est-à-dire que toutes ces actions qui ont été repérées, certaines n'ont pas encore été au bout, ou parce que justement ça prend du temps à mettre en place, mais tous nos interlocuteurs ont montré l'envie de mettre ça en place sur la durée. Et voilà, il nous reste pour nous à confirmer parce que si les résultats étaient intéressants, il faut qu'on puisse assurer que ça puisse se confirmer, que ces 30% puissent se confirmer dans la durée. Et je ne reviens pas sur les effets contextuels. Et évidemment, on a conscience que là, c'est une saison et un peu court pour confirmer dans la durée ce que je disais tout à l'heure. Mais on est plutôt confiant sur le fait que ça enclenche des choses très positives. Alors, je me rends compte qu'à vouloir aller vite, j'étais vraiment très, très vite, mais j'avais vraiment cette inquiétude d'avoir fait pris beaucoup de retard. Ce que je propose, c'est justement qu'on enchaîne avec les témoignages et puis les détails d'Alexis. Puis, évidemment, je reviendrai sur des éléments si nécessaire. Oui, merci Laurence. Bien entendu, il y aura une petite phase de questions-réponses à la fin. Donc, si vous voulez approfondir un point que Laurence a évoqué, n'hésitez pas. En tous les cas, merci Laurence pour la présentation de cette étude, des résultats de cette étude qui a vraiment, oui, on aura les slides, il y aura un replay, il y aura la totale. Donc, dans ces études, vraiment, la vertu, c'est vraiment de sensibiliser en tous les cas des acteurs qui n'étaient pas forcément ce que tu as dit, Laurence, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se questionner sur le sujet et de montrer en plus que c'est possible de mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage. On a vu ça dans les IA témoins. Là-dessus, moi, j'étais aussi impliqué. Et c'est vrai que on constate souvent un avant-après étude témoin de l'ADEME qui permet vraiment de lancer une dynamique sur ces sujets-là dans les différents moyens. Et pour montrer un peu là, une illustration de comment ça s'est passé, maintenant je vais donner la parole à Thierry pour déjà qu'il nous présente Primeurs de l'Accro, cette petite structure du sud de la France, et comment a été vécu au sein de la coopérative cet accompagnement, cette étude de l'ADEME sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ok, merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, là, ça marche. Ok, c'est bon. Bon, nous, les Primeurs de l'Accro, nous sommes une coopérative agricole à Saint-Martin-de-Crau et membre du groupe Rougeline. On représente à peu près entre 11 et 13 000 tonnes de tomates. On représente 10% du volume de Rougeline. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2019, on a eu une grave crise en variété ancienne sur le marché. Le mois de mai 2019 était très pluvieux, très froid. On n'avait aucune vente et du coup, on a dû jeter à peu près une centaine de tonnes. Et ça a été démoralisant pour l'ensemble des équipes de détruire tous ces produits. Et au mois d'août, j'ai été contacté par l'ADEME pour éventuellement participer à une étude nationale. Et j'ai dit absolument, il faut trouver des solutions, il faut motiver, il faut faire quelque chose. Et j'ai dit oui tout de suite. Et ça s'est enclenché et très vite. Et on a travaillé donc avec ICARE et l'ADEME sur les variétés anciennes et qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Voilà, donc on a essayé d'identifier. Donc c'est vrai que les chiffres sont parfois extraordinaires. On se dit, mais comment on peut faire pour gaspiller autant? Donc voilà, donc on a essayé d'identifier un peu nos pertes, où est-ce qu'elles étaient et qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Donc il y a une première chose, c'est la volonté de la direction de mener un projet comme celui-là. Et en fait, derrière tout ça, ça s'enclenche avec les salariés et les producteurs. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a énormément travaillé
sur tous les gaspillages qui sont en conditionnement et qui ont lieu en station. Et dans l'avenir, il nous faut travailler aujourd'hui sur la production. Comment on peut valoriser tout ce qui est détruit en production. Donc là, je vais m'attacher sur la première partie qu'on a, je trouve, assez bien réussie. Donc ça a généré une motivation chez les salariés. Donc on a développé deux choses. Bon, une expérience avec Solal qu'on avait déjà, mais qu'on utilise pratiquement que pour des crises, ce qui est un peu dommage. Donc, on a travaillé deux choses. On a travaillé avec des associations qui sont les Restos du Cœur, les associations qui sont très proches, et surtout de fidélisation de ces associations pour savoir que chez nous, on a des produits à commercialiser, enfin, que l'on peut consommer. Et c'est vrai que pour ça, la crise sanitaire a développé pas mal de précarité et de gens nécessiteux. Donc, il y a eu une porte ouverte là-dessus, même si entre 2020 et 2021, globalement, on est toujours pratiquement sur les mêmes volumes auprès des associations. Et par contre, on a développé donc des rebuts de conditionnement qui ne sont pas acceptés par la grande distribution. Je vous cite un exemple, hein, c'est par exemple des tomates cocktail qui sont en grappe. Les fruits individuels sont interdits dans les barquettes. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, on a valorisé ça grâce à des applications informatiques qui existent là aujourd'hui en France. Et maintenant, ça fait donc 2 ans que l'on fait ça. Aujourd'hui, on est sur un volume d'à peu près 6 à 7 tonnes qui sont donc distribuées à 3 fois leur valeur, enfin 3 fois en dessous de leur valeur, qui sont distribués auprès des consommateurs. Et c'est assez formidable de développer ça. Donc ça a généré chez les salariés une motivation supplémentaire pour dire, voilà, on ne gaspille plus, on a des moyens de valorisation, on a des moyens qui existent aujourd'hui en France pour valoriser les gaspillages alimentaires. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une réussite et ça donne une motivation dans l'entreprise. Maintenant, effectivement, on est sur ce schéma-là dans une routine. C'est devenu une routine hein, de faire des paniers que l'on distribue, alors 1 fois ou 2 fois par semaine. Il y a des clients qui viennent. C'est un circuit différent de la grande distribution. C'est un circuit différent des marchés locaux. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Pour nous, ça nous donne une visibilité extraordinaire. Là, je regardais les chiffres. En une année de travail sur une application, là, on est à presque 700 000 vues. C'est absolument incroyable sur du local, quoi, sur une ville comme Saint-Martin-de-Crau, où il y a 15 000 habitants, quoi. C'est absolument incroyable. Et voilà, donc maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est au milieu du gué, c'est qu'on doit travailler sur les gaspillages qui sont en production. Et on a des contraintes effectivement techniques, sanitaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer comme on veut dans une serre. Aujourd'hui, on a pas mal de virus là, qui se baladent en Europe, donc on fait attention aux contaminations extérieures. Donc voilà, il faut lever tous ces freins-là, mais le démarrage a été initié et il y a une dynamique qui se passe au niveau des coopérateurs et des salariés. Et ça, c'est franchement formidable. Voilà, je ne sais pas si j'ai présenté assez bien le schéma. Éventuellement, juste pour dire que dans les livrables là, que j'ai pu mettre dans le chat, il y a une fiche qui présente effectivement votre site et ce que vous avez mis en place. Donc, les personnes qui sont intéressées pour avoir plus de détails peuvent retrouver toutes vos actions dans ce document. C'est ça. Oui, merci Thierry pour cette rapide présentation, enfin retour d'expérience en tous les cas, et on voit en tous les cas que ça voilà, généré en tous les cas une adhésion aussi bien des salariés, et puis même on commence à voir adhésion côté producteur, donc vivement la suite, non? C'est ça? Il y aura d'autres, je sais pas, mesures qui seront faites justement, Thierry, sur cette avancée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou vous voyez déjà que de toute façon vous êtes déjà dans la bonne tendance et que voilà, ça va continuer son bonhomme de chemin. Ce que je peux dire aux gens intéressés, effectivement, dans ce schéma-là,
Ça nous permet de communiquer beaucoup autour de nous, de manière très locale, et c'est formidable. Rien que pour ça, ça motive donc, enfin, je pense que ça motive la direction. Ça motive aussi les salariés de voir des consommateurs venir dire ah ben, vos produits sont super, je reviendrai la semaine prochaine quand il y en aura, etc. Donc ça motive un peu tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, bon, il faut trouver effectivement, il ne faut pas que ça reste de la routine, il faut toujours avancer, il ne faut pas rester sur une attitude statique pour pouvoir développer ces choses-là. Je crois que ça a été dit tout à l'heure dans la présentation de l'ADEME. Le fait de faire cette étude, ça a généré, en fait, ça a déclenché pas mal de processus, en fait. Et voilà. Et donc, pour nous, au niveau d'une organisation de producteurs, ce qui est important, c'est de ne pas rester de manière statique, et c'est vrai de motiver un peu les producteurs pour pouvoir trouver des solutions qui sont bénéfiques pour l'ensemble du groupe, quoi, et pour la collectivité en général. Ouais, merci en tous les cas, Thierry, pour ce retour d'expérience sur cette participation à l'étude de l'ADEME sur fruits et légumes témoins. Et oui, effectivement, hein, cette étude, ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier sur ces sujets-là et d'embarquer après tout le monde, aussi bien les personnes de la station, enfin les salariés de la COP, que les producteurs. Et on sait bien que de toute façon, il y a ces deux pôles sur lesquels il faut travailler pour réduire le gaspillage alimentaire sur la phase de production. Merci Thierry. On va passer maintenant à Alexis pour plus globalement un peu. Là, on a bien vu ce qui a été mis en place. Un très bon témoignage sur le sujet. Donc, hop là, Alexis, je te laisse maintenant. Globalement, quelles sont les actions qui ont été mises en place par les structures qui ont participé à l'opération? À toi. Oui, très bien d'ailleurs pour rebondir sur ce que disait Thierry, c'est quelque chose qu'on a observé dans quasiment tous les sites en fait, cet aspect motivation des équipes. Finalement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est quand même un sujet très consensuel où tout le monde y trouve un peu sa motivation. Donc voilà, c'était pour faire écho à ce constat qu'on a vu en fait quasiment dans tous les sites qu'on a accompagnés. Alors, si maintenant on passe vraiment sur un focus sur quelques actions emblématiques, vraiment, parce qu'on ne va pas avoir le temps de vous montrer toutes les actions qu'on a mis en place, pour vous donner un ordre de grandeur. Au total, il y a à peu près quasiment 100 actions qui ont pu être expérimentées. Alors, elles n'ont pas toutes été menées jusqu'au bout, hein. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas été mises en place à 100%, mais il y a beaucoup de choses qui ont été testées. Donc, ça nous a permis aussi de voir un peu ce qui marche et en déduire un peu des grands enseignements. Tout à l'heure, Laurence a commencé à parler un peu des deux grands pôles d'action qui ont été mis en place. Donc là, cette slide-là, il faut la lire de gauche à droite. À gauche, vous retrouvez ces deux grands pôles avec certaines actions qui visent à prévenir les pertes, c'est-à-dire essayer d'éviter d'avoir des pertes ou du gaspillage au niveau des producteurs ou au niveau des stations. Et en bas, en orange, vous avez les actions plutôt dites de valorisation, où cette fois-ci, on a des pertes. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour les valoriser au mieux, si possible en alimentation humaine, et sinon essayer de les valoriser à minima économiquement, ou dans d'autres filières. Et si on rentre un tout petit peu plus dans les grandes catégories, vous voyez que parmi les actions de prévention des pertes, on va avoir des actions qui vont jouer, par exemple, sur la production, avec, par exemple, des changements de process, une adaptation ou une optimisation des process, ou des circuits. Ça peut être des investissements matériels. Ensuite, on a également une catégorie qui est plus de l'ordre de l'organisationnel, c'est-à-dire sensibiliser les équipes, piloter ou mieux suivre les pertes pour essayer de les limiter, essayer d'identifier aussi les causes et quantifier les quantités perdues. Et ensuite, pour des actions qui sont un peu plus, qui peuvent être un peu à la fois sur de la prévention des pertes, mais aussi de la valorisation, on va avoir toutes les actions qui vont être associées à la commercialisation, avec deux gros types quand même qu'on a identifiés là dans cette étude. C'est à la fois la relation client, avec des échanges avec les clients sur les cahiers des charges, sur des éventuels partenariats.
ou alors de la diversification des débouchés commerciaux avec, par exemple, un exemple, par exemple, ça pourrait être ce qu'ont fait les primeurs de l'Accro avec des paniers en vente directe, par exemple, qui permettent de valoriser des produits qui, sinon, pourraient être parfois non conformes à certains cahiers des charges. Ça peut être créer des nouveaux segments de produits ou travailler avec des clients plus souples, ou en tout cas mieux, être plus fin sur la commercialisation vers les différents clients. Et enfin, la dernière catégorie, ça va être toutes les actions vraiment de valorisation au sens strict, où cette fois-ci, on va essayer de chercher des filières spécialisées ou des filières parallèles pour valoriser nos pertes. Alors, on reviendra, je pense, tout à l'heure avec Angélique Delahaye plus en détail sur tout ce qui va être lié aux dons alimentaires, mais ça peut être également des circuits spécialisés via de la transformation, que ce soit vers des industriels, des conserveries, etc. Ou encore, ça peut être des magasins spécialisés dans la commercialisation de produits anti-gaspi. Et enfin, on a également ça c'est un peu les actions quand on a des produits qui sont réellement dégradés où on ne peut plus faire grand-chose d'autre, toutes les valorisations hors consommation humaine via de la méthanisation, du compost ou de la valorisation animale. Alors, je reprends le fil de... Je ne vais pas pouvoir vous présenter, alors j'ai dû faire des choix sur les actions à vous présenter. Là, très rapidement sur ce graphe-là, vous voyez sur l'axe vertical, vous avez en haut les actions où on a les meilleurs résultats en termes de quantité sauvée. Et sur la partie droite, vous avez les actions les plus faciles à mettre en œuvre en termes de faisabilité. Facile, c'est-à-dire rapide à mettre en place et qui ne demande pas qui demande moins d'efforts. Qui donnent des résultats assez rapidement. Donc, c'est surtout les actions sur la partie droite sur lesquelles je vais revenir. Mais je voulais juste dire un petit mot sur les actions qu'on a appelées actions stratégiques, que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Même si je ne vais pas les présenter, parce que c'est des actions en fait qui n'ont pas forcément donné de résultats quantifiés dans les délais de l'étude, parce que finalement, on a accompagné nos sites pendant à peu près 10 mois. Et c'est des actions en fait qui portent leurs fruits sur plusieurs années. On a, je pense par exemple à des actions mises en place par l'OP Légumes d'Agriel, où on a une réorganisation en profondeur du fonctionnement de la coopérative. Par exemple, Perlim, de son côté, a travaillé sur les variétés. Perlim, pardon, c'est un site de pommes, donc qui a travaillé sur des variétés pour limiter les pertes en phase récolte. Pareil, c'est des actions qui vont donner des résultats dans quelques années. Et dernier grand type d'action stratégique sur lequel je ne vais pas revenir, c'est des actions qui vont être plutôt préventives par rapport aux crises. Par exemple, les crises météorologiques, mais ça peut être aussi des crises liées au marché. Et là, c'est par exemple Val Soleil, qui est une coopérative de la Drôme, avec qui on a travaillé notamment sur la production d'abricots, qui est de plus en plus fréquemment impacté par de la grêle au pire moment, c'est-à-dire juste avant la récolte. Et typiquement, c'est les actions stratégiques qui peuvent être mises en place pour ce type d'acteurs, c'est essayer de faire des partenariats avec des partenaires industriels, un peu en essayant de prévoir si on est dans une année où on a un épisode de grêle juste avant la récolte, trouver des moyens de valoriser tout de même les abricots grêlés dans les champs pour essayer de limiter les pertes aux champs, avec finalement une contractualisation d'un approvisionnement direct, pour aller récupérer directement en palox dans les champs des abricots grêlés et ne pas les faire passer par la station pour essayer de limiter au maximum les coûts de collecte et coûts de fonctionnement. Parce que forcément, des abricots valorisés en industrie, les prix de vente sont largement inférieurs à ce qui peut être valorisé en frais. Donc on avait tendance à avoir, pour des raisons de rentabilité, beaucoup d'abricots laissés au champ. Voilà pour ces actions-là où je n'y reviendrai pas. Je vais du coup plutôt parler d'actions qui ont donné des résultats assez rapidement, des actions plus opérationnelles.
Alors là, c'est une action qui a été mise en place avec Angélique Delay. Donc Angélique, si jamais il y a besoin d'apporter des précisions, n'hésitez pas à me compléter. Donc, on a accompagné l'exploitation d'Angélique Delay, notamment sur la production d'endives, sur lesquelles on avait en particulier, ce qu'on a observé dans le diagnostic, c'était qu'on avait beaucoup de pertes associées au parage, c'est-à-dire l'épluchage des endives, qui sont en fait les feuilles externes sont enlevées de façon à avoir des belles endives blanches qui sont plus conformes à ce qui est attendu par le marché. Donc finalement, cette action, elle a consisté à remplacer une partie de l'épluchage par un essuyage, alors au début avec de l'essuie-tout et ensuite avec des torchons, de façon à pouvoir éviter d'enlever une grosse partie de la masse, que parfois ça représentait quand même près de 15% de la masse d'une endive qui était retirée pour avoir une endive propre. Mais ce qui est important de noter, c'est que sans cette action-là, forcément, on a besoin de réduire la cadence pour pouvoir essuyer ces feuilles sales plutôt que de les retirer. C'est à peu près 20% de cadence qui est... on va avoir une rapidité de 20% en moins. Donc forcément, ça a un coût, en particulier un coût en main-d'œuvre. Donc il y a une analyse coût-bénéfice qui a été faite en début de saison par Angélique pour vérifier la plus-value économique, vérifier qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en réduisant la cadence. Finalement, en gros, ce qu'on regarde, c'est est-ce que l'augmentation des masses vendues compense les pertes, les coûts économiques associés au ralentissement de la cadence. Et ce qui a été constaté, c'est qu'au final, on a une action qui va être rentable qui va dépendre du prix de marché des endives. En fait, si le prix de marché est suffisamment élevé, cette action est rentable. Par contre, sur les moments où le prix est le plus bas, on peut pour le coup avoir une action qui n'est pas rentable. On a eu de la chance sur la dernière campagne, c'est que globalement, les prix de marché ont été assez élevés pendant toute la saison. Donc, c'est une action qui a été mise en place pendant presque toute la campagne. Et en termes de résultats, c'est à peu près 70 tonnes d'endives qui ont été sauvées, c'est-à-dire à peu près 62% des pertes totales. Donc c'est une action sans gros investissement qui a permis de réduire de façon très significative les pertes observées pour ce produit-là. Mais il faut bien sûr bien avoir en tête que du coup c'est une action qui est dépendante du prix de marché du produit. Je propose que je continue et qu'on fasse toutes les questions dans un deuxième temps. Si jamais vous voulez d'ailleurs poser les questions directement à Angélique, vu qu'elle est présente. Une autre action assez intéressante, c'est cette-ci, c'est Phoenix qui accompagnait la coopérative Capso. Donc j'espère que je pourrai répondre à toutes les questions. Cette action-là a visé à optimiser l'ordonnancement et en particulier la gestion de l'agréage avant la mise en frigo de melons. Donc, pour le coup, c'était une production de melons qui était concernée. Ce qui a été fait, ça a été de dédier un demi-plein temps au suivi de l'agréage en station, avec notamment une meilleure identification, plus précise en amont du stockage, d'identifier les différents melons et de pouvoir affiner le stockage, c'est-à-dire, pour résumer, l'idée c'est au maximum appliquer la règle du premier entrée, premier sortie, et également hiérarchiser les melons en fonction de leur état à entrée. Ceux qui sont les plus à risque doivent sortir en premier. Bon, il y a eu également une réorganisation au niveau de l'agencement et de l'organisation des frigos en interne, et un suivi aussi en aval au niveau des refus clients, pour tracer et pouvoir retrouver les causes des refus. Et donc ça a permis de réduire à peu près de 50% les pertes en sortie de frigo. Alors, il faut faire attention à ce chiffre, même si on est sûr que l'action a eu un effet significatif. Le marché était relativement porteur et assez propice finalement à la vente. Donc, il y a eu peut-être aussi moins de refus clients et moins de pertes
associé à ce contexte commercial. Et en termes d'investissement, ça a nécessité quand même l'ouverture d'un poste et également la mise en place d'un outil informatique. Ça a aussi permis de mieux comprendre les causes liées au refus client. Ensuite, il y a une autre action. Alors ça, c'est un type d'action où on n'a pas eu énormément d'exemples. C'est toutes les actions qui vont être liées au partenariat avec les clients. Enfin, on a eu plusieurs sites qui ont essayé de mettre en place ce type d'action. Et là, je vous donne l'exemple où ça a le mieux marché. C'est un site, c'est un producteur indépendant qu'on a accompagné sur sa production de fraises, qui s'appelle l'Air des Pichoulis, qui est proche de Lille, dans le Nord, qui travaille en agriculture biologique et qui a en fait engagé, alors qu'il avait même déjà engagé les discussions avant même le début de l'étude, avec un de ses clients, donc, qui est une enseigne bio qui était déjà assez sensible à la question du gaspillage alimentaire. Et donc finalement, en commençant par un échange et une discussion sur les contraintes côté producteur associées à des cahiers des charges, à des problèmes de conformité ou d'hétérogénéité des lots qui aboutissent à des pertes au niveau de la production. En fait, en discutant avec le client, ils ont réussi à se mettre d'accord pour accepter une certaine souplesse, en particulier sur l'homogénéité des lots. C'est-à-dire que finalement, s'il y a un peu plus de 5%, je ne sais plus quelle était la marge qu'il y avait au début, s'il y a plus d'hétérogénéité dans un lot, finalement, on accepte quand même le lot. Et on limite les refus. Alors forcément, je pense que cette action-là a bien marché, notamment parce que l'interlocuteur était déjà sensible et engagé sur la thématique du gaspillage alimentaire. On a vu avec d'autres sites que c'est pas toujours, tous les interlocuteurs ne sont pas autant engagés, en tout cas à ce stade. En tout cas, cette action-là, elle a permis de réduire à peu près la moitié des pertes associées aux non-conformités, qui était une des pertes principales pour ce site. Un autre exemple, qui est plutôt aussi sur la partie commercialisation, c'est un exemple, donc je parlais de ce site tout à l'heure, Perlim, donc, qui est une coopérative qui fait qui est notamment sur une production de pommes, et dont une grosse partie est sous AOP Pommes du Limousin. Donc en fait, pour ce site, une grosse partie d'ailleurs la majorité des pertes, qui sont plutôt d'ailleurs des pertes d'ordre économique et pas tant des pertes du gaspillage alimentaire à proprement parler, parce que les pommes se prêtent assez bien à la transformation en industrie, en compote et en jus notamment. Ce sont des pertes qui sont notamment associées à des non-conformités à divers cahiers des charges. Alors, cahiers des charges, par exemple de l'AOP, mais ça peut être aussi des cahiers des charges privés des clients. Et donc, ce site-là a mis en place pour mieux valoriser des pommes qui étaient envoyées en industrie et valorisées finalement à des prix assez faibles, a mis en place un atelier de transformation en interne pour faire du jus, et s'est inscrit dans une démarche locale de valorisation de produits locaux qui s'appelle Origine Corrèze. Ce qui leur a permis en fait de largement mieux valoriser leurs produits non conformes au marché du frais en les transformant en jus au préalable. Cette action-là, elle a été mise à peu près au milieu de la saison. Elle a pu être mise en place. Enfin, pardon, on a pu la suivre pendant à peu près une demi-saison, et c'est quasiment 50 tonnes qui ont pu être valorisées. Donc là, il est important de noter que là, on n'est pas sur une action qui va réduire le gaspillage alimentaire, mais plutôt réduire les pertes au sens économique, qui était aussi un objectif de cette étude. Et le dernier exemple sur lequel je voulais insister, c'est, alors je vais insister surtout sur un des deux volets de cette action-là, parce qu'il y a une des deux parties, je pense que Angélique pourra en parler en faisant un focus sur le don tout à l'heure. C'est une action qui a mis en place, pardon, c'est un site, donc Terrena Valnantes, c'est une coopérative qui appartient à Terrena, qui est la branche fruits et légumes, pardon, la branche légumes de Terrena, qui est près de Nantes.
qui a mis en place du don pour valoriser des radis qui étaient, des radis d'ailleurs, d'autres, ça a été élargi à d'autres légumes. Donc voilà, des radis et des légumes qui étaient classés dans les retraits sur stock, en fait, qui n'étaient plus vendables parce que stockés trop longtemps et par exemple les feuilles des radis commençaient à jaunir. On se retrouvait avec des produits qui étaient non conformes pour les clients, alors qu'ils sont tout à fait, au niveau organoleptique, sont toujours aussi bons pour la consommation. Et donc pour valoriser ces retraits sur stock, Valentin a mis en place deux types de dons. Un premier don qui était sous la forme de panier, mais valorisé en interne auprès des salariés de l'entreprise. Pour faire ça, ils ont un peu réorganisé spatialement leur fonctionnement pour allouer une zone dédiée à ces produits non conformes dans une des chambres froides. Ils ont mis en place, ils ont sensibilisé les salariés, informé et mis en place un affichage clair avec des jours de distribution pour organiser finalement ce don en interne, et mis en place un outil de suivi pour bien suivre les quantités qui sont données. Et en parallèle, parce que finalement cette action-là, alors elle est très bien pour plein de raisons, notamment pour sensibiliser les employés, etc. Mais en termes de volume, ça représentait à peu près 7 tonnes. Et je pense qu'on arrive à peu près au maximum de ce qu'on peut valoriser par rapport au nombre d'employés sur le site. Et donc en parallèle, il y a eu un autre don qui a été mis en place, mais cette fois-ci en externe, avec un partenariat avec Solal, qui reviendra peut-être un peu plus en détail sur le fonctionnement de ces dons, pour valoriser auprès d'associations d'aide alimentaire ces retraits sur stock. Et là, pour le coup, on est plutôt sur c'est plutôt la dizaine de tonnes, l'ordre de grandeur, sachant que c'est une action qui a été mise en place là, seulement sur les 6 derniers mois. Donc, sur une année complète, on n'est pas loin de 100 tonnes. Donc, c'est des volumes beaucoup plus importants. Et concernant les difficultés qui ont pu être rencontrées, alors il y a eu deux points notamment qui ont été problématiques au début. Ça a été d'abord la place, trouver de la place pour mettre ces produits non conformes. Et deuxièmement, assurer le suivi. C'était pas facile au début de mettre en place un suivi qui fonctionne bien et précis. Concernant les dons en interne, peut-être que finalement ça pourra être augmenté en 2021, parce qu'en 2020 on a quand même une partie des employés qui étaient en télétravail, donc ça va peut-être aussi augmenter un peu à la marge. Et globalement, dans les points positifs, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la sensibilisation des salariés, également un gain pour eux. Et c'est une action en fait qu'on peut facilement, au début ça a été utilisé pour les radis, mais ça a été très, très rapidement déployé à l'ensemble des légumes de la station. Donc je vois que le temps tourne, j'avais mis quelques autres slides, mais je ne vais pas les passer, je vais juste vous les passer rapidement si jamais vous avez des questions. On pourra y revenir au moment de l'échange questions-réponses après. Une action qui concernait la valorisation cette fois-ci, des invendus cette fois-ci en circuits spécialisés, par exemple, vendre des produits qui ne passent pas en première gamme, en seconde, en quatrième ou cinquième gamme, là où finalement on peut valoriser ces produits non conformes en frais. Ça peut être également des actions qui vont être vers des magasins spécialisés dans la distribution de produits anti-gaspi, ou alors de la transformation, conserverie, etc. Un autre exemple qu'on pourra évoquer, mais peut-être qu'Angélique va en parler tout à l'heure, c'est la mise en place d'opérations de glanage. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place chez un des producteurs qu'on a accompagné, que Phoenix a accompagné en l'occurrence, qui permet de valoriser des produits laissés au champ, en particulier quand on a des questions de rentabilité, que le coût de collecte est trop élevé par rapport à ce qu'on pourra valoriser derrière. Donc ça, c'est une action qui peut être très utile dans ces cas-là. Et enfin, un dernier cas de figure, c'est une action plus sur l'investissement matériel. Donc là, c'est quelque chose qui a été mis en place par la coopérative de Noirmoutier, qui produit notamment des pommes de terre de Noirmoutier.
qui a installé une nouvelle trieuse optique. Alors, bien sûr, il n'y a aucun cas dans notre échantillon où l'action de base était d'investir dans du matériel. C'est plutôt essayer de trouver des opportunités quand on a de toute façon un investissement qui était prévu, d'essayer de voir comment cet investissement peut aussi permettre de réduire et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Là, en l'occurrence, ça permettait de pouvoir trier des lots qui avant ne rentraient même pas en station, mais en fait étaient refusés au moment de l'agréage station pour des raisons de temps, et du coup qui a permis de valoriser une partie de ces produits. Et donc pour terminer, sur la base de cette centaine de pistes d'action expérimentées, il y a quand même 5 grands facteurs clés de succès qui ont été identifiés, qui vraiment semblent contribuer grandement au succès des actions. Premier point, c'est la gouvernance. Commencer tout de suite par nommer un pilote pour chacune des actions en interne, qui va mobiliser les équipes, assurer le suivi des actions, etc., enfin le suivi de l'efficacité. Le suivi, avoir un système de mesure ou de suivi de l'efficacité de l'action. Alors, l'idéal, c'est d'arriver à mesurer un tonnage qui est sauvé, mais potentiellement, il peut y avoir d'autres indicateurs pertinents. Hein. Ça peut être le nombre de refus clients, etc. On l'a un peu évoqué aussi, il y a la temporalité. Ce qu'on a remarqué, c'est que pour certaines actions, en particulier les actions partenariales, ce qui a le mieux marché, c'est chez les sites qui ont préparé les actions en amont de la campagne. En fait, en plein milieu de la saison, c'est vrai que souvent, les équipes n'ont pas forcément le temps, en plus de tout ce qu'ils doivent faire, de mettre en place des actions. Et donc, c'est toujours important de bien anticiper les mises en œuvre de ces actions, notamment en pré-saison. Identifier les partenaires, commencer à préparer des protocoles, par exemple pour le don, de comment ça va fonctionner, qui fait quoi, qui appelle qui. Pour beaucoup d'actions, c'est important également de commencer par faire un bilan coût-bénéfice. Alors, il ne s'agit pas d'estimer de façon très précise les bénéfices, parce que souvent, on ne sait pas exactement combien on va pouvoir valoriser. Mais l'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur de combien de tonnes sont concernées par la perte sur laquelle on veut travailler, et d'essayer d'évaluer en face le coût en temps et éventuellement les investissements nécessaires pour mettre en place l'action. Et enfin, dernier point, vérifier que notre action est pertinente et à quel moment de la saison elle est pertinente. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour le cas par exemple des endives, une action ne peut être dépendante du prix de marché ou d'autres facteurs externes, ou par exemple de la météo. Et enfin, une action peut être pertinente d'une campagne à l'autre en fonction de ces facteurs externes. Si on a une météo peu propice, si on a un marché particulièrement compliqué, on va avoir des actions qui peuvent être pertinentes une année et pas la suivante. Voilà pour ces actions-là. Je vous propose qu'on revienne dessus au moment des questions tout à l'heure. Ouais, merci Alexis pour la présentation de ces différentes actions qui ont été menées, d'actions assez emblématiques au cours de cette étude, et puis les principaux points, en tous les cas, de facteurs clés qui permettent dans une structure, de s'approprier le sujet, de mobiliser les personnes, et donc voilà, d'avancer sur cette thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc pour clôturer, je vais laisser la parole à Angélique maintenant pour présenter Solal. On a déjà évoqué beaucoup Solal ce matin, mais voilà, la parole est à vous pour présenter les actions de Solal. Merci beaucoup. J'espère que le son est correct. Ça va. Alors, je vais peut-être faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, puisqu'il y a un certain nombre d'équipes qui ont été évoquées, que Solal, effectivement, met en œuvre. Il faut se rappeler quand même la vocation de Solal, c'est de faciliter le don des agriculteurs auprès des associations d'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas défaire ce qui existe déjà, mais venir en complément. Je crois que ça a été dit tout à l'heure par la coopérative de l'ACRO, où effectivement, il y a des moments où on ne sait pas qui est le bon interlocuteur et qui va pouvoir prendre des volumes quand on a quelques colis un peu en proximité, mais dès que les volumes sont conséquents,
les opérateurs habituels de l'aide alimentaire que l'on côtoie ne sont pas forcément en capacité de tout accepter. C'est là qu'effectivement, Solal peut aussi intervenir pour aider à fluidifier le don et à trouver les interlocuteurs pour que ces produits ne soient pas perdus, gaspillés, et donc venir contribuer à apporter un équilibre alimentaire aux personnes les plus démunies, puisque Solal, c'est 98% de produits frais, produits auxquels effectivement les associations d'aide alimentaire ont souvent peu accès, puisqu'en fait, les produits qui sont compliqués à gérer dans leur distribution, parce qu'à partir du moment où ils vont être donnés, ils sont souvent très proches de leur fin de vie dans un grand nombre de cas. Je pense au refus d'agréage sur des plateformes de distribution. Après, quand c'est en production, on gagne de capacité à conserver le produit. Angélique, est-ce que ça coupe de temps en temps? Est-ce que vous pouvez malheureusement enlever votre caméra comme ça? Oui, mais je pense que ça vient des écouteurs qui sont au bout de leur vie. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est prendre le téléphone et vous rejoindre par téléphone. Oui. On va essayer ça. Ouais. J'avais mis le numéro dans le chat. Bon, bah pour la liste du Père Noël, donc des écouteurs pour Angélique. C'est noté. C'est noté, hein. Bon, il y en a des pas très chers. Il commence à être un peu vieux, c'est vrai, je trouve. Oui, puis on les utilise pas mal depuis 18 mois. C'est vrai. Encore plus que d'habitude. Donc aujourd'hui, Solal, allez, au moins vous verrez vous aurez le son. Ce sera moins coupé. Ça aura été le fil rouge, ces problématiques de son. Mieux, là Ouais. Ok. Alors je continue avec le téléphone. Donc je disais Solal depuis le début de l'année, parce que ces 2 dernières années, 2020 et 2021, ont été des années, j'allais dire, particulières sur la question du don. Nous avons collecté auprès de nos collègues agriculteurs 3200 tonnes de produits frais, c'est-à-dire sur les 8 premiers mois de l'année, et ce qui nous fait un équivalent repas de 6,4 millions, ce qui est quand même relativement conséquent. Alors, ces dons sont collectés, j'allais dire, quasiment à tous les stades. Ils sont collectés auprès des exploitations qui, comme moi, luttent contre le gaspillage alimentaire au sein de leur structure. Ils sont collectés auprès de partenaires coopérateurs, mais ils sont aussi collectés auprès de plateformes de distribution qui refusent des produits pour tout un tas de raisons que je n'ai pas à qualifier, et qui nous permettent effectivement de mettre en lien des structures d'aide alimentaire pour venir chercher ces produits. Mais on a été plus loin, et moi j'ai expérimenté ça sur l'exploitation. Donc je m'adresse aussi à tous ceux qui sont les relais auprès des agriculteurs, et à l'interpellation tout à l'heure de la coopérative de l'Accro sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin en production. Je crois que c'est Alexis qui l'a évoqué. Moi, j'ai expérimenté pendant 6 mois des glanages solidaires. Enfin, ce que moi, j'ai qualifié de glanage solidaire, c'est-à-dire que c'est des glanages qui sont faits par des associations d'aide alimentaire, mais qui sont faits avec les bénéficiaires, pas uniquement avec des bénévoles. Parce que le problème du bénévolat, c'est qu'il a ses limites, et particulièrement en période de pandémie, puisque les bénévoles sont souvent des personnes qui n'ont plus d'activité, et donc qui sont, j'allais dire, plus facilement la cible du Covid, et donc qu'il convient de protéger. Donc on a décidé avec l'antenne des Restos du Cœur, qui n'est pas très très loin de l'exploitation,
de passer un partenariat de déglanage. Donc Solal a rédigé une convention pour encadrer le glanage sur mon exploitation, mais comme ça peut l'être sur toutes les exploitations agricoles, parce qu'on a une inquiétude en tant qu'agriculteur, et je crois que ça a été souvent dénoncé dans les médias, c'est le vol des produits. Et très souvent, il y a des gens qui viennent dans les exploitations et qui se servent. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de demander à des gens dans mes parcelles, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, mais j'ai l'autorisation du patron. Bah, ça tombe bien, le patron, c'est moi, et je ne me rappelle pas vous avoir donné l'autorisation. Donc là, ce sont des gens qui arrivent avec un gilet ou des restos du cœur ou des banques alimentaires, donc ils sont identifiés, j'allais dire, par les riverains ou par les gens qui passent en voiture le long de l'exploitation, et donc qui voient bien que voilà, c'est pas open bar dans les parcelles. Et ça a eu un effet intéressant, tant pour l'exploitation que pour les bénéficiaires et les bénévoles de l'association. D'abord, nous, on les a intégrés comme des équipes de l'exploitation. Donc, ils n'étaient pas dans un petit coin sur l'exploitation. Ils glanaient derrière nos équipes de récolte. C'est-à-dire qu'une fois que l'équipe de récolte était passée sur la parcelle, on savait que ce qui restait derrière ne répondait pas au cahier des charges de nos clients, mais potentiellement était parfaitement consommable. Et donc, ils glanaient derrière l'équipe de récolte. Donc, quand ils avaient un problème, un besoin, ils s'adressaient au chef d'équipe de l'équipe de récolte. Donc, ils se sentaient vraiment intégrés dans l'entreprise et pas comme, j'allais dire, un électron libre quelque part tout seul dans un coin. Deux, ça a permis de sensibiliser nos collaborateurs, comme ça l'avait été pour notre équipe d'endives avec l'étude de l'ADEME, mais là, aux équipes de plein champ, que ce qui reste derrière, il y a des choses qui sont consommables. Alors d'abord, ça leur a permis quelquefois d'être plus attentifs à ce qu'ils cueillaient et pas forcément de jeter au premier abord, de se dire, tiens, finalement, si j'enlevais la feuille, je n'ai pas besoin de jeter le pied au complet. Et puis, ça leur a permis de comprendre qu'il y avait aussi des gens qui ne mangeaient pas à leur faim et que l'entreprise, elle avait une vocation économique, mais elle avait aussi une vocation sociale. Et ça a changé le regard des collaborateurs sur l'aide alimentaire. Et ils ont vu que les gens qui venaient à l'aide alimentaire, ce n'étaient pas des gens qui attendaient gentiment qu'on leur donne quelque chose, mais qui étaient capables aussi de se mobiliser pour venir eux-mêmes cueillir les produits pour les autres bénéficiaires. Et ça a eu un effet bénéfique évidemment sur les bénéficiaires de cette antenne, parce que moi j'ai accueilli des gens qui regardaient leurs chaussures quand ils sont arrivés, qui n'osaient pas nous regarder, qui se sentaient sûrement très mal et avec lesquels on a organisé après chaque glanage. Donc ça, c'était une fois par semaine. Ils venaient toute une matinée, une fois par semaine. À la fin du glanage, on organisait un café avec un échange convivial. Alors, ça m'est arrivé d'y passer 1 heure, quelquefois 1h30, parce qu'on voyait bien qu'ils avaient besoin de parler. Et puis, on a beaucoup parlé autour de la cuisine, de comment on accommode les produits, parce que moi, je fais des produits un peu atypiques. Je fais du céleri branche dorée et du fenouil. Alors, c'est sûr qu'on n'en mange pas forcément tous les jours et que les bénéficiaires n'avaient pas forcément l'habitude de ce type de produit. Et donc, on a appris à échanger. Et puis, on a découvert que dans les bénéficiaires, il y avait d'anciens cuisiniers, qui avaient eu des accidents de parcours et qui étaient à l'aide alimentaire, qui nous ont donné leurs trucs, leurs astuces. Et à la fin de ces 6 mois, j'ai vu des gens dire écoutez, merci, parce qu'aujourd'hui, je suis une autre personne. Ils étaient capables de discuter avec moi, je dirais. Ils se sentaient d'égal à égal, quoi. Ils ne se sentaient pas des sous-personnes, si je puis dire, je peux l'exprimer ainsi. Ils avaient retrouvé de la dignité, ils avaient retrouvé de l'envie de faire quelque chose. Et au bout des 5 mois, il y a 4 d'entre eux à qui on a pu proposer un petit contrat de travail. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent travailler 35 heures par semaine ou plus, mais une matinée par semaine, ils venaient nous donner un coup de main à faire du désherbage manuel. Et quand ils avaient terminé leur matinée de désherbage, ils montaient, ils pointaient et ils disaient yes, aujourd'hui on a fait 18 rangs, la semaine prochaine on en fera 20. Et puis la semaine d'après on en fera 22. Et donc ils ont retrouvé la capacité à
être à l'heure au travail, à venir équiper, à travailler en équipe. Voilà. Et, bon, aujourd'hui, moi, j'ai plus de travail à leur proposer parce que je termine ma saison de plein champ. Mais ils m'ont déjà dit, mais on sera là l'année prochaine. Et on re-signe avec vous l'année prochaine. Voilà. Donc, au-delà de l'aide alimentaire, notre métier d'agriculteur, les possibilités de lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait, ont trouvé un écho dans le don de ces produits et le glanage. Alors, ça nécessite, comme disait Alexis tout à l'heure, toute une organisation en amont, hein, un référent. Donc moi, j'ai plusieurs référents aujourd'hui dans l'entreprise. Hein. J'en ai des en plein champ, j'en ai dans l'endivrie, et puis j'en ai pour les concombres. Est-ce que ils vont pas glaner dans les concombres parce que c'est un peu compliqué. L'accès aux serres, tout à l'heure, c'était dit par le responsable de la coopérative de l'Accro. On n'accède pas dans les serres comme ça, hein, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, en fin de saison, quand on a été au moment d'arracher, ils sont venus pendant une demi-journée glaner tous les produits qu'on n'avait pas cueillis et qui étaient encore parfaitement consommables avant qu'on arrache la serre. Donc, ils ont découvert aussi là un autre métier qui était celui de cueillir dans les serres. Moi, aujourd'hui, j'en suis à 165 tonnes de données depuis la création de Solal. Mais sur cette dernière année, j'en suis à un peu plus de la moitié de 565 tonnes parce que je me suis organisée sur l'exploitation pour pouvoir faire ou glaner ou donner les produits qui jusqu'à présent n'étaient pas commercialisés. Voilà, donc Solal organise les glanages solidaires pour les agriculteurs qui ont envie et qui ont la possibilité de s'y mettre. Hein. Il y a une convention qui est prête et à disposition pour les agriculteurs avec les associations d'aide alimentaire. Mais moi, ce que je tiens à dire en tant qu'agricultrice, c'est que je préfère que mes produits soient donnés que commercialisés à vil prix parce que ces mêmes produits vont venir concurrencer mes produits de première gamme et dans les différents segments de marché parce que si je commence à brader les concombres que je n'ai pas commercialisés, eh bien, globalement, les gens qui vont les acheter sont des gens qui peuvent aussi aller en magasin acheter mes produits en local et considérer que finalement, ils pourraient très bien attendre que j'ai de la mévente pour les acheter moins cher. Moi, je préfère donner parce que je sais que les gens à qui je vais les donner, ce pas des gens qui iront forcément les acheter parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. Voilà. Et ça, c'est ma vision à moi d'agricultrice. Tout le monde n'est pas évidemment obligé de la partager. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique parce que je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et je crois que c'est intéressant qu'on puisse aussi bénéficier des échanges questions-réponses. Merci de votre écoute. Merci Angélique, en tous les cas pour cette présentation de Solal et effectivement les actions que vous menez, entre autres via le glanage, mais c'est vrai que ça était pas mal mis en place ces derniers temps et on voit en plus l'imbrication entre ces problématiques sur ces sujets de dons alimentaires et puis même de suivi de ces bénéficiaires sur ces questions d'insertion. Et là, les exemples que vous avez donnés sont assez frappants sur aussi les missions qu'on pourrait avoir aussi l'agriculture, au-delà de nourrir le monde, aussi comment accompagner ces personnes qui peuvent être un peu oui, pas forcément dans le monde du travail, mais choses comme ça, donc très intéressant. Juste une chose, qui vont pouvoir y accéder, qui potentiellement, pour nous qui sommes en carence de main-d'œuvre très régulièrement, être un vivier local pour nos exploitations. En effet, effectivement, c'est vrai qu'on a aussi cette problématique d'accessibilité de main-d'œuvre d'ouvriers agricoles aujourd'hui. Et ça a été assez criant d'ailleurs sur le premier confinement où il y avait quelques difficultés pour gérer tout ça. Mais oui, effectivement, un point important. On arrive au moment des questions-réponses. Je ne sais pas si dans l'audience, il y a certaines questions pour l'ensemble de nos intervenants, que ce soit aussi bien pour Alexis, pour Laurence, Angélique ou Thierry.
N'hésitez pas, levez la main, prendre la parole, vous présenter et poser la question. Ou s'il n'y a pas de question, c'est qu'on a été très fort, on va dire ça. Nathalie. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Nathalie Colette, la directrice de la coopération agricole en région Corse. J'ai quelques questions à poser sur des sujets assez précis, notamment le glanage que vous avez abordé et les banques alimentaires. On a proposé à nos adhérents de réaliser du glanage sur leurs exploitations. Et le premier refus, les refus et les causes de refus qui ont été mises en avant, c'était d'une part qu'il fallait un salarié qui soit mis à disposition pendant la période de glanage. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient peur, notamment en agrumiculture, que les arbres soient détériorés, piétiner, les petites pousses, etc. etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce sujet-là? Moi, je peux, si Benjamin, si je peux. Ah oui, allez-y, Angélique. C'est que ce que je n'ai pas dit parce que j'ai voulu faire court pour pouvoir justement avoir ces questions-réponses, c'est que moi, je n'ai pas un salarié qui est à disposition quand les glaneurs viennent. J'ai fait ce travail-là pendant 3 ou 4 glanages et je leur ai appris avec leurs encadrants comment on cueille, comment on respecte le produit. Et alors, je ne sais pas si ceux que j'ai eus étaient représentatifs ou pas, mais en tous les cas, sont des gens qui sont tellement reconnaissants qu'on les prenne en considération, qu'on les accompagne, qu'en fait, ils sont extrêmement précautionneux. Donc, moi, j'ai fourni les couteaux, parce qu'ils ont souvent glané de la salade, du céleri, du fenouil. J'ai fourni des couteaux, je les ai accompagnés, je leur ai appris comment on cueillait, comment on plaçait les palettes dans le champ pour ne pas écraser les produits qui n'étaient encore pas récoltés, etc. Je vous dis, moi, j'y ai été 3-4 fois. Et après, c'est leurs encadrants, parce qu'ils viennent avec ces bénéficiaires et bénévoles. Ils viennent et c'est les encadrants qui sont les garants de la bonne tenue du chantier de glanage. Voilà. C'est tout, à mon avis, l'intérêt de passer par un intermédiaire. Là, sauf que ce sont les distributeurs, mais c'est vrai que la grosse différence quand c'est du glanage open, on va dire, là, effectivement, s'il n'y a pas quelqu'un pour donner les consignes, les recommandations pour éviter toute détérioration qui ne serait pas forcément volontaire, mais si on ne sait pas effectivement cueillir bien un fruit sans abîmer les pousses, ça peut être gênant. Donc, quand on peut passer par soit une association, si on existe de glanage, soit par les associations d'aide alimentaire. Et dans la convention de glanage que cela l'a rédigée, ces éléments-là sont pris en compte. D'accord. Merci. Merci Nathalie pour cette question sur le glanage, mais effectivement, c'est vrai que souvent, c'est les premiers retours qu'on peut avoir, en tous les cas, d'organisation d'un glanage, un peu une peur, mais c'est vrai que une organisation doit se mettre en place pour pouvoir éviter tous ces détériorations qu'il pourrait y avoir. Mais voilà, je pense que ça demande une bonne organisation et tout se passe bien. Donc, effectivement, la convention de glanage solidaire qui est proposée par Solal permet quand même de bien poser ce cadre-là, permettant un glanage efficace et pertinent pour tout le monde. Il y avait une autre question d'Aristide, je crois, j'ai vu. Je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. Je suis Aristide Guérin, donc étudiant à Bordeaux Sciences Agro. On a un projet en ce moment avec Valprime, qui est une coopérative des paysans de Rougeline sur ces questions de gaspillage alimentaire. Et j'avais une question pour Alexis qui a présenté l'avant-dernière slide sur Nord Bio.
il me semble. Et sur les questions de restauration collective anti-gaspillage. Je voulais savoir un peu en quoi ça consistait et quels étaient ces acteurs-là et comment vous avez pu travailler avec. Oui, alors effectivement, c'était la coopérative Norabio. Alors malheureusement, c'est pas un des sites que j'ai accompagné personnellement, c'était mes collègues de Phoenix. Mais du coup, sur ce type d'action, hein, qui est de travailler avec des circuits spécialisés, moi, ce que j'ai vu comme action mis en place, ça a été de travailler avec, travailler avec des conserveries, par exemple, pour passer des produits qui sont non conformes pour la première gamme en frais, les commercialiser en seconde gamme, donc en conserve, ou alors en quatrième, cinquième gamme, c'est-à-dire sous sachet. Ça, il me semble que c'était un des pans de cette action qui a été mis en place pour je crois que c'était les carottes pour Norabio. Et également, par contre, c'est vrai que dans cette action-là, il y avait un pan avec un travail spécifique avec un acteur de la restauration collective spécialisé dans la réduction du gaspillage alimentaire. Ce que je peux faire, c'est demander à mes collègues de Phoenix le nom de cet acteur et revenir vers vous pour vous en dire plus, parce que je n'ai pas le contact, je ne sais pas exactement qui c'est. Je pense que c'était Bisque. Qui est un intermédiaire qui justement récupère des produits déclassés pour la restauration collective, BEESK. Et peut-être on peut avoir le témoignage complémentaire d'Angélique, justement, puisque c'est rare de ma part, il y a eu aussi une prise de contact avec un collège pour utiliser les racines d'endive, c'est ça? Oui, ça c'est un truc... Alors, je remets ma caméra. Oui, ça, j'avoue que c'est un truc un peu original qu'on a fait. Je travaille depuis un moment avec le cuisinier d'un collège qui est référent dans mon département. C'est vrai que ce qu'il propose aux enfants, on a l'impression d'aller au restaurant. Et je ne sais plus à quelle occasion, il me dit, mais j'ai vu qu'un grand cuisinier cuisinait des racines d'endive. Je dis, ça, je n'ai jamais vraiment testé. Et donc, on a pris, parce que quand on produit des endives et qu'on récolte les racines, on ne récolte pas forcément toutes les racines parce qu'elles ne sont pas toutes forcément forçables. C'est-à-dire qu'elles ne donnent pas toutes forcément une fleur qu'on va consommer derrière. Donc, il est venu chercher une centaine de kilos de racines de petit calibre, hein, qui donnent assez peu de produits qualitatifs. Et il les a cuisinés et il les a proposés à ses collégiens. Il fait, je crois, 400 ou 500 repas par jour. Il a été surpris de la façon dont les collégiens ont accepté le produit, puisqu'en fait, tout a été mangé. Il a pu m'en sauver 2 pour me faire goûter à quoi ressemblait sa recette. Donc ça aussi, ça peut être une façon de valoriser des produits qui, alors là, pour le coup, étaient vraiment destinés à l'alimentation animale, puisque en fait, quand on ne les force pas, c'est ça le terme, hein, c'est-à-dire quand on les met pas pour qu'elles produisent leurs fleurs, derrière, on les met pour l'alimentation animale. Voilà. Donc, c'est encore une façon de valoriser des produits pour l'alimentation humaine. Et je dois dire que c'est pas mal. C'est bon. Ça nécessite du savoir-faire de cuisinier. Oui, voilà, oui, ça se cuisine comme les panais. Hein. C'est pas plus compliqué qu'un panais. Hein. D'accord, je note dans ma liste de courses à rajouter. Mais ça, vous n'en trouverez pas en magasin. Ah ouais, c'est ça. Voilà, le nom de l'acteur qui travaille avec Norabio, c'est Bisque, si je prononce bien. Oui, je suis pas. À vérifier toutefois, hein, mais je pense que c'est de mémoire. D'accord. Ok. Mais ça doit être intégré, non, sur la fiche du. Oui, j'ai pas été vérifié en direct. Ouais. À voir Aristide, hein, sur le
sur le site de l'ADEME, vous avez une fiche par site qui a été accompagnée normalement. Je crois que les noms avaient été laissés. Je suis en train de regarder. Je ne sais pas si on a laissé les noms à chaque fois. Bon, vous ne voulez pas être forcément dans la publicité. Donc, mais en tout cas, vous pouvez vous rapprocher de son souci. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'audience? Ou sinon, on va se quitter là. Non, pas d'autres questions. Benjamin, si je peux, parce que j'ai eu des questions sur le glanage, redire que Solal est à disposition des interlocuteurs et des responsables qui souhaitent mettre du glanage en place dans les exploitations agricoles. Oui, et on rappellera dans le mail qu'on enverra avec les slides et le replay qu'effectivement, Solal est un interlocuteur à privilégier pour mettre en place ce type de démarche. Bah, écoutez, en tous les cas, on a dépassé de 5 minutes, mais au moins, voilà, vu qu'on avait eu 10 minutes de difficulté d'un point de vue... Encore désolé. Pour le son, mais bon, ça s'est plutôt bien passé sinon. Merci déjà aux différents intervenants, Laurence, Angélique, Thierry et Alexis, pour vous être prêtés au jeu de présenter vos différents éléments. Merci aux personnes qui ont assisté en tous les cas à ce webinaire. Et puis donc on vous envoie assez rapidement les slides et le replay. Et puis si vous avez de toute façon des questions, des remarques, nous restons à votre disposition. Et à très bientôt, je l'espère, sur le sujet du gaspillage alimentaire ou sur d'autres sujets. Il y en a plein d'autres dans l'agroalimentaire, c'est ça qui est merveilleux. Passez une bonne journée. Merci, et à très bientôt. Bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.